Bonjour à tous. Poursuivons aujourd'hui avec la suite de l'écoulement rapidement varié. Comme nous l'avons appris dans les modules précédents, une contraction-expansion locale de la largeur ou une augmentation-diminution du niveau du lit peut favoriser l'occurrence des écoulements rapidement variés dans un canal. Nous avons vu que dans le cas où ΔZ est supérieur à ΔZ critique, donc ΔZ étoile, l'écoulement peut varier et l'apparition d'un étranglement est possible. En cas d'étranglement, l'énergie spécifique doit augmenter. En général, cette augmentation d'énergie spécifique se réglera avec une augmentation de la profondeur du débit. Dans ce cas, un ressaut hydraulique se formera dans le canal. Dans le module 10, nous allons détailler l'équation de la dissipation d'énergie pour un saut hydraulique. Voici nos objectifs au cours de ce module. Nous allons voir les différentes interprétations du nombre de Froude. Nous utiliserons ensuite les équations de la conservation du moment et de la conservation de la masse pour trouver la relation entre la profondeur de l'eau avant et après un ressaut hydraulique. Nous verrons aussi comment calculer la dissipation de l'énergie engendrée par un ressaut hydraulique. Nous verrons également comment le diagramme de force spécifique peut s'appliquer pour comprendre et appréhender le comportement hydraulique du fluide. Enfin, nous examinerons certaines applications des sauts hydrauliques pour les déversoirs à seuil épais et les canaux venturés. Le nombre de Froude est un nombre adimensionnel utile pour caractériser le régime d'un écoulement. Ici, vous pouvez voir comment calculer ce nombre de Froude selon la géométrie du canal. Par exemple, pour un écoulement à surface libre, le nombre de Froude est obtenu en divisant la vitesse d'écoulement par la racine carrée de g fois dm. Le paramètre dm est obtenu en divisant l'aire de la section par la largeur du canal. Notez que dans un canal rectangulaire, dm est égal à la profondeur d'écoulement y. Le nombre de Froude peut être interprété de deux manières différentes. La première interprétation est que c'est un paramètre sans dimension, mesurant le rapport de la force d'inertie sur un élément de fluide par rapport au poids de l'élément du fluide, c'est-à-dire la force du moment divisée par la force gravitationnelle. Si on assume une unité de longueur L, l'air est donc de l'ordre de L au carré et le volume est de l'ordre de L au cube. À partir de l'analyse dimensionnelle, la force de moment est donnée par l'équation 1. Comme la force de gravitation est représentée par l'équation 2, le nombre de Froude vaut l'équation 3. Notez que dans un canal rectangulaire, on choisit la profondeur comme unité de référence. À ce moment-là, le nombre de Froude peut être calculé par l'équation 4. Dans ce cas-ci, si Fr est supérieur à 1, les forces cinétiques, donc du moment, sont plus importantes que les forces potentielles, donc de gravité. L'écoulement est donc très rapide. Sur cette diapositive, on peut voir la différence d'écoulement selon le nombre de Froude. Dans la figure de gauche, l'écoulement est très rapide. Cela veut dire que les forces cinétiques, donc du moment, sont plus importantes que les forces potentielles, donc de gravité. On obtient un nombre de Froude supérieur à 1, donc un Fr supérieur à 1. Pour la rivière à droite, l'écoulement est lent, ce qui donne un Fr inférieur à 1. Le nombre de Froude est aussi une mesure caractérisant des écoulements tels que des vagues et des interactions débit-profondeur à une section transversale. La vitesse des vagues longues et de petite amplitude est calculée par l'équation 1 où y est la profondeur de l'eau. Le dénominateur dans le nombre de Froude représente donc la vitesse d'une petite vague. Le nominateur est toujours la vitesse de l'eau. Dans ce cas, si Fr est supérieur à 1, cela peut se traduire par une vitesse de l'eau plus grande que la vitesse de la vague. Voici une façon de bien visualiser la propagation des perturbations dans l'eau. On peut voir ici ce qu'il se produit lorsqu'une goutte d'eau tombe dans une surface d'eau.
Cela crée des vagues et des ondulations à la surface de l'eau. Ces exemples illustrent bien la propagation des ondes. Comme nous pouvons le voir sur cette diapositive, lorsqu'il n'y a pas de mouvement d'écoulement, une perturbation produit une onde avec une vitesse de c. Les vagues se propageront à une vitesse c dans toutes les directions. Regardons ensemble cette vidéo qui nous montre comment la vitesse des vagues dans l'eau crée différentes formes de vagues. Si on analyse un canal rectangulaire se trouvant à la profondeur critique, la vitesse d'écoulement est donnée par la racine carrée de g fois yc. En remplaçant cette vitesse dans l'équation du nombre de Froude, on constate que le nombre de Froude vaut 1 pour un écoulement critique. Si on analyse de la même manière un écoulement sous-critique, le nombre de Froude est plus petit que 1, tandis que pour un écoulement supercritique, il sera plus grand que 1. Le nombre de Froude peut donc être utilisé pour identifier le régime d'écoulement. Cette analyse est faite pour les canaux rectangulaires afin d'alléger les manipulations algébriques. Mais il est possible de démontrer que le nombre de Froude fonctionne de la même manière pour un canal non rectangulaire également. Pour un écoulement à vitesse v et des vagues se propageant dans toutes les directions à une vitesse c, les perturbations se déplaceront à une vitesse v plus c vers l'aval. Si Fr est inférieur à 1 ou si V est inférieur à C, les perturbations peuvent se déplacer vers l'amont. En revanche, si Fr est supérieur à 1 ou que V est supérieur à C, alors les perturbations ne peuvent pas se déplacer vers l'amont. De cette manière, les niveaux d'eau en amont ne sont pas affectés par l'aval. On dit alors que l'écoulement est contrôlé par l'amont. Voici une illustration graphique résumée de ce concept et les 3 cas décrits précédemment. Donc, pour résumer chaque cas, pour un écoulement supercritique et donc un Fr supérieur à 1, on a un V supérieur à C et donc les perturbations se dirigeront uniquement vers l'aval. Les conditions en amont ne seront pas affectées par l'aval. Tandis que pour un écoulement sous-critique, donc un Fr inférieur à 1, V sera inférieur à C et donc les perturbations vont dans toutes les directions. Les conditions en amont seront affectées par l'aval, par exemple la profondeur de l'eau autour du pilier de pont, comme présenté sur cette figure. Notez que pour un canal rectangulaire, le nombre de Froude peut être directement calculé à l'aide de la profondeur Y et du débit unitaire Q en utilisant l'équation dans l'encadré bleu présenté ici. Un ressaut hydraulique est provoqué lorsqu'un écoulement supercritique entre en contact avec un écoulement sous-critique. C'est la seule manière pour un écoulement supercritique de passer à un écoulement sous-critique. Comme il y a beaucoup de turbulences dans un ressaut hydraulique, il y aura beaucoup de pertes d'énergie. Le nombre de Froude est un paramètre clé nous permettant de relier les profondeurs conjuguées correspondantes à la profondeur en amont, supercritique, et en aval, sous-critique, d'un ressaut hydraulique. De plus, en connaissant les deux profondeurs conjuguées Y1 et Y2, il est possible d'estimer la quantité d'énergie dissipée dans le ressaut hydraulique. Voici la démonstration de la relation qui existe entre les deux profondeurs conjuguées Y1 et Y2. En appliquant l'équation du moment en amont et en aval du ressaut, nous pouvons établir une relation en termes de profondeur et de débit unitaire. Voici la suite de la démonstration. Ici, on introduit le nombre de Froude afin d'établir une relation ne prenant pas en compte le débit unitaire, mais bien le nombre de Froude. Et voici maintenant la démonstration pour calculer l'énergie dissipée dans le ressaut hydraulique. Elle provient des définitions de l'énergie spécifique vues dans le module 9. Cette figure montre le ratio des profondeurs en aval et en amont en fonction du nombre de Froude en amont, Fr1.
nous pouvons voir que lorsque le nombre de Froude est inférieur à 1, donc lorsque l'écoulement est sous-critique, il n'y a pas de ressaut hydraulique, car celui-ci arrive uniquement lors d'un écoulement supercritique en amont. Voyons un premier exemple ensemble. Extrayons les données importantes pour résoudre le problème. Pour résoudre le point A, nous allons utiliser l'équation de Manning. On peut aussi décider de résoudre ce problème avec la méthode approximative graphique. La méthode algébrique est souvent néanmoins plus précise. En calculant le terme de l'axe horizontal et en le projetant sur la courbe d'un canal rectangulaire, on obtient un ratio YN sur B de 0,36. On trouve donc la profondeur normale du canal qui est de 1,08 m pour un débit de 15,09 m3 par seconde et une vitesse de 4,63 m par seconde. En se servant de la vitesse v et de la profondeur normale, on calcule le nombre de Froude associé à cet écoulement. Celui-ci étant supérieur à 1, on peut conclure qu'il s'agit d'un écoulement supercritique. Un ressaut hydraulique est donc possible puisqu'un ressaut hydraulique passe toujours d'un écoulement supercritique à un écoulement sous-critique. Ainsi, la prochaine étape consiste à trouver la profondeur Y2 pour un écoulement sous-critique suite à un ressaut hydraulique avec un Y1 égal à 1,08 m. En utilisant l'équation que nous avons vue précédemment, nous trouvons la profondeur Y2 égale à 1,7 m. La perte d'énergie dans le ressaut hydraulique est de 0,0324 m. Nous pouvons constater sur le graphique ici qu'on se trouve bien dans une zone où le ratio de Y2 sur Y1 est supérieur à 1. Une option alternative pour trouver Y2 de façon rapide est de projeter le nombre de Froude FR1 verticalement sur les deux courbes et d'en extraire les ratios Y2, Y1 ainsi que le delta E sur Y1. Puisqu'on connaît la valeur de Y1, nous pouvons facilement déterminer Y2 et delta E de cette manière. Voyons un exemple pour une autre forme de canal. Ici, nous cherchons à calculer la profondeur Y2 et la perte d'énergie delta E. Les calculs seront quelque peu différents puisqu'il s'agit d'un canal triangulaire. On ne pourra pas utiliser les équations simplifiées pour un canal rectangulaire. Pour ce problème, nous allons plutôt faire appel à l'équation de conservation du moment. Il faut en premier exprimer chacun des 4 termes de l'équation en fonction des variables que l'on connaît, c'est-à-dire le débit Q et la profondeur en amont Y1. Une fois réécrite, nous retrouvons avec une seule inconnue, Y2. Pour éviter le processus complexe de l'isoler, on peut utiliser le processus itératif pour la trouver. Ici, nous trouvons un Y2 égal à 1,86 m. Similairement, on trouve la perte d'énergie associée à ce ressaut en exprimant les énergies spécifiques en termes de profondeur. Rappelons-nous qu'ici, nous ne pouvons pas utiliser les équations simplifiées pour calculer delta E, puisqu'il s'agit d'un canal qui n'est pas rectangulaire. Nous trouvons une perte d'énergie équivalente à 0,3 m. Enfin, voyons un dernier exemple pour le ressaut hydraulique. Dans cet exemple, nous connaissons les deux profondeurs Y1 et Y2 et on nous demande de trouver la profondeur critique associée à ce canal et à ce débit. La première étape consiste à trouver le débit faisant en sorte que le ressaut hydraulique contienne les deux profondeurs mentionnées dans l'énoncé. Pour ce faire, on commence par trouver le nombre de Froude en amont, c'est-à-dire FR1. Celui-ci peut être obtenu facilement puisqu'il s'agit d'un canal rectangulaire et que nous avons une équation qui relie Y1, Y2 et FR1. On résout donc l'équation pour obtenir FR1 au carré qui est de 4,375. À l'aide de cette valeur et de la profondeur en amont Y1, on peut aussi facilement calculer le débit unitaire Q1 pour lequel on obtient
3,04 mètres carrés par seconde. Ainsi, on obtient la profondeur critique pour un canal rectangulaire en utilisant l'équation simplifiée qui ne dépend que du débit unitaire Q. Cela nous donne une profondeur de 0,981 mètres. Il est possible de faire une rapide vérification en s'assurant que la profondeur critique se situe entre les deux profondeurs conjuguées Y1 et Y2, ce qui est effectivement le cas. Faisons un bref rappel de l'équation reliant les deux profondeurs conjuguées Y1 et Y2. En se basant sur l'équation en haut de la diapositive, on peut dire que pour un écoulement supercritique en amont, c'est-à-dire que Y2 est supérieur à Y1, il y aura un ressaut hydraulique. De plus FR1 est élevé, plus Y2 est grand, et donc plus l'énergie dissipée sera grande. D'autre part, si on a un écoulement sous-critique en amont, alors Y2 est inférieur à Y1. Ici, un ressaut hydraulique n'est physiquement pas possible car cela engendrerait une augmentation d'énergie durant le ressaut, ce qui n'est pas possible sans avoir de source d'énergie externe. Voici donc une autre preuve de pourquoi les ressauts hydrauliques surviennent seulement lorsque l'écoulement initial est supercritique, et que donc que le nombre de Froude est plus grand que 1. Passons maintenant au concept de force spécifique. Ceci va nous être très utile pour représenter graphiquement ce qu'il se passe lors d'un ressaut hydraulique. Lors d'un ressaut hydraulique, une perte d'énergie non négligeable se crée. Cependant, la force spécifique au point 1 sera égale à la force spécifique au point 2. Sur la figure de droite, on peut voir la force spécifique en fonction de la profondeur. Ce graphique ressemble à celui de l'énergie spécifique, car la force spécifique minimale correspond aussi à la profondeur critique YC. De plus, ce graphique est aussi très utile pour déterminer graphiquement les deux profondeurs conjuguées telles que montrées sur la figure. Cette constance de la force spécifique est très importante et permet d'expliquer plusieurs facteurs liés au ressaut hydraulique dont nous allons discuter plus tard dans ce module. Cette figure permet d'illustrer la différence majeure entre le graphique de l'énergie spécifique, à gauche, et celui de la force spécifique, à droite. Et les deux hauteurs conjuguées d'un ressaut hydraulique ont la même force spécifique, mais une différence de ΔE les sépare. Voici un exemple d'application concernant le ressaut hydraulique. Considérons un écoulement entre deux vannes coulissantes. Y1 et FR1 sont contrôlés par la porte 1 et Y2 est contrôlé par la porte 2. Est-il possible de déterminer les conditions d'écoulement ici? Et y aura-t-il un ressaut hydraulique entre les deux vannes? Pour répondre à cette question, il faut commencer par calculer les profondeurs conjuguées pour Y1 et Y2. Il y aura un ressaut hydraulique si les deux profondeurs entourant ce ressaut sont des profondeurs conjuguées. Donc, si l'écoulement en amont atteint une profondeur de Y1', il pourra y avoir un ressaut hydraulique étant donné que Y1' est la profondeur conjuguée de Y2. Voyons maintenant ce qu'on appelle la stabilité d'un ressaut hydraulique. Ici, si Y2 égale à Y2', alors il y aura la formation d'un ressaut stable. Cependant, si Y2 est plus grand que Y2', alors la force spécifique à Y2 sera plus grande qu'à Y1. Y2 pousse alors Y1 et le ressaut bouge vers l'amont. Si la profondeur requise Y1' n'est pas disponible en amont, le ressaut va noyer l'écoulement supercritique. Il en va de même pour le cas où Y2 est plus petit que Y2'. La force spécifique à Y2 sera donc plus petite qu'à Y1. Y1 va pousser Y2 et le ressaut va bouger vers l'aval. Le ressaut va avoir lieu si l'écoulement supercritique perd assez d'énergie, due à la friction du lit, afin que Y1 soit égal à Y1'.
Les ressauts hydrauliques peuvent être créés en aval de structures hydrauliques, comme par exemple dans les déversoirs ou dans les vannes coulissantes, telles qu'illustrées sur ces figures. Il peut y avoir plusieurs raisons de créer un ressaut hydraulique. On peut l'utiliser avant de dissiper de l'énergie pour limiter des dommages à des structures, comme par exemple en aval de déversoirs de barrage. Cela peut aussi nous permettre de localiser de la turbulence et de forcer l'érosion excessive du lit à un endroit spécifique à bas risque afin de limiter l'érosion à d'autres endroits dans le bassin. Et enfin, ils peuvent aussi nous permettre de fournir une certaine aération dans un cours d'eau, chose qui est très importante pour la qualité de l'eau et pour la préservation des habitats. Rappelez-vous, si l'augmentation du lit ou si la contraction du canal sont trop importantes, l'écoulement va devenir critique. En mesurant cette profondeur critique, on peut déterminer le débit. Du coup, on peut se demander comment mesurer la profondeur critique. Pour cela, on va faire appel à des structures telles que le déversoir à seuil épais ou le canal Venturi, comme illustré sur ces figures. Une section contrôlée est une section où il y a une unique relation entre le débit et la profondeur. Une telle section contrôle l'écoulement et détermine le débit dans un canal. Il est donc important de comprendre et utiliser l'énergie et la force spécifiques afin de créer des sections contrôlées, appropriées et être en mesure de contrôler le débit dans différents types de canaux. Les déversoirs à seuil épais et les canaux Venturi sont des exemples de structures utilisant les sections de contrôle. Les déversoirs à seuil épais sont souvent utilisés afin de mesurer le débit. Après le seuil, l'écoulement continue d'accélérer et devient supercritique. Voici la démonstration algébrique de ce phénomène. Le déversoir est en fait une élévation du lit qui crée une perte d'énergie spécifique ΔZ. Si cette élévation est suffisamment haute, l'écoulement en amont s'ajustera afin que l'écoulement en aval devienne critique. Nous aurons donc la profondeur Y2 qui sera égale à la profondeur critique. Cette information nous permettra de calculer la charge totale d'un écoulement, incluant la composante de charge cinétique. Voici la formule simplifiée d'un déversoir à seuil épais. Elle nous permet de calculer le débit d'un canal rectangulaire en mesurant seulement la largeur et la profondeur critique au-dessus du déversoir. Voyons un exemple de calcul ensemble. Soulignons les données importantes. Nous allons commencer ici par calculer le débit pour l'écoulement uniforme. Pour calculer le débit, il suffit simplement d'appliquer l'équation de Manning. Cela nous donne un débit de 7,756 m3 par seconde, qui équivaut à un débit unitaire de 1,11 m² par seconde. Pour la partie B de la question, nous devons vérifier si l'écoulement devient critique au-dessus du déversoir. Pour ce faire, nous devons nous trouver dans une situation d'étranglement. La première étape consiste à déterminer le régime d'écoulement en calculant la profondeur normale et en la comparant avec la profondeur critique. Nous trouvons ici qu'il s'agit d'un écoulement sous-critique. En calculant les énergies spécifiques en amont, ainsi que l'énergie spécifique critique, nous pouvons déterminer s'il y aura un étranglement. Ici, nous trouvons que ES1 égale 0,877 m et que ESC est égal à 0,75 m. Donc l'augmentation minimale du lit causera un étranglement. L'écoulement critique au-dessus du déversoir est de 0,227 m. Puisque l'élévation du lit, qui est de 0,7 m, est supérieure à cette valeur, on peut conclure qu'il y aura bel et bien un étranglement et que l'écoulement sera critique au-dessus du déversoir. La prochaine étape est de trouver la nouvelle profondeur en amont. Afin de trouver la nouvelle profondeur en amont, il faut trouver la nouvelle valeur de l'énergie spécifique en amont et déterminer la profondeur correspondante par un processus itératif. On trouve une nouvelle profondeur en amont
de 1,419 m. Faisons un schéma pour y voir plus clair. Ici, l'écoulement passe de sous-critique à critique et à supercritique une fois dépassé le déversoir. Il reste maintenant à déterminer si un ressaut hydraulique surviendra en aval du déversoir. Vous pouvez voir ici la représentation de l'énergie spécifique entre le point 1 en amont du déversoir et le point 2 au-dessus du déversoir. On peut voir que l'étranglement a causé une augmentation de la profondeur en amont de 0,9 m à 1,419 m, causant ainsi un écoulement critique avec une profondeur de 0,5 m au point 2. Au point 3, c'est-à-dire après le déversoir, l'énergie spécifique augmente due à la baisse du niveau du lit. L'écoulement devient supercritique. L'énergie spécifique au point 3 correspond à la même énergie qu'au point 1, car le niveau du lit est revenu à sa hauteur initiale. Nous savons que l'énergie spécifique au point 3 est de 1,45 m. On peut donc utiliser cette valeur pour trouver la profondeur Y3 correspondante à cette énergie. Il est important de noter que la valeur Y3 trouvée doit être inférieure à la profondeur critique YC qui est de 0,5 m. On obtient donc un Y3 de 0,226 m, ce qui correspond à la profondeur de d'écoulement juste après le déversoir. Nous voulons maintenant savoir à quel moment le ressaut hydraulique se produira. Pour répondre à cette question, deux options s'offrent à nous. La première option est de calculer la profondeur conjuguée de la profondeur normale. Ici, on assume qu'aucun autre obstacle n'est présent sur le canal et que l'écoulement va tendre vers une profondeur normale de 0,9 m. Ceci nous donne une information clé par rapport à la profondeur en aval. Étant donné que l'écoulement est supercritique au point 3 et qu'il redeviendra sous-critique lorsqu'il aura atteint la profondeur normale, il est évident qu'il y aura un ressaut hydraulique. En calculant la profondeur conjuguée de la profondeur normale Yn, nous pouvons déterminer à quel moment et à quel endroit le ressaut hydraulique surviendra. La profondeur conjuguée de Yn est de 0,243 m. Nous savons que la profondeur au point 3 est de 0,226 m. Donc, le ressaut hydraulique se produira en aval du point 3 lorsque la profondeur atteindra 0,243 m, c'est-à-dire à la profondeur conjuguée de Yn. La deuxième option est de trouver la profondeur conjuguée de Y3 et de la comparer à la profondeur normale. Nous trouvons donc que Y3 étoile, c'est-à-dire la profondeur conjuguée de Y3, est de 0,945 m, qui est plus grand que la profondeur normale de 0,9 m. On peut donc conclure que la profondeur devra augmenter avant qu'un ressaut hydraulique ne se produise, jusqu'à une profondeur de 0,9 m comme profondeur conjuguée. Et donc, le ressaut aura lieu en aval du point 3. Un autre type de structure hydraulique permettant de contrôler l'écoulement est le canal de Venturi. C'est un canal qui produit une grande contraction, forçant de ce fait l'écoulement à devenir critique dans sa contraction. Le débit accélère et devient critique à cause de la contraction. Après la contraction, le débit continue d'accélérer et devient supercritique plutôt que de revenir au régime sous-critique. Y1 et Y3 sont les profondeurs alternées, c'est-à-dire qu'elles ont la même énergie spécifique. Certains canaux de Venturi utilisent également une augmentation du lit, ce qui force également l'écoulement à devenir critique. En résumé, dû au changement de géométrie du canal lors de la rencontre d'un déversoir à seuil épais ou un canal de Venturi, l'écoulement accélère et devient critique. Après la contraction, l'écoulement continue d'accélérer et devient supercritique au lieu de revenir au régime sous-critique. Un ressaut hydraulique est donc créé en aval. Parfois, le ressaut migre vers l'amont et le déversoir ou le canal de Venturi se submerge. Dans ce cas, les formules que nous avons vues ne sont plus valides.
Voici un exemple de submersion. Une vanne coulissante peut aussi être utilisée afin de contrôler l'écoulement et produire un ressaut hydraulique. Ce ressaut hydraulique survient en aval. Voyons un exemple avec une vanne coulissante. Ici, nous aurons 4 endroits clés à considérer, soit en amont de la vanne, c'est-à-dire au point 0, tout de suite après la vanne, mais avant le ressaut, au point 1, tout de suite après le ressaut, mais avant le déversoir, c'est-à-dire le point 2, et finalement au-dessus du déversoir, c'est-à-dire au point 3. Appliquons le principe de conservation de l'énergie entre les points 0 et 1. Ici, on assume que la vanne ne cause pas de perte d'énergie considérable et donc que ES0 égale à ES1. Puisqu'on connaît la profondeur au point 0 et au point 1, on peut s'en servir pour trouver le débit unitaire qui est de 3,09 m² par seconde. Par la suite, il faut calculer la profondeur conjuguée du point 1 à l'aide du nombre de Froude. On trouve que la profondeur au point 2 sera de 1,525 m. Nous allons ensuite utiliser l'énergie spécifique au point 2 ainsi que l'énergie spécifique critique basée sur le débit unitaire calculé pour déterminer quelle est l'augmentation minimale du lit permettant de créer un écoulement critique. Nous obtenons une hauteur minimale de 0,248 m. La dernière étape consiste à calculer la force exercée sur la vanne. Pour ce faire, il faut définir la force Fp0 provenant de l'amont de la vanne, la force Fp1 provenant de l'aval de la vanne et la force Fx requise afin de tenir la vanne en place. En posant la force des sommes égale à 0, on peut isoler Fx et obtenir la force nette agissant sur la vanne. Il est à noter ici qu'on calcule une force par unité de largeur puisque la largeur du canal n'est pas spécifiée. Cependant, la procédure est exactement la même, peu importe la largeur du canal rectangulaire. Finalement, en substituant tous les termes avec les valeurs données ou calculées, nous obtenons une force de 3,52 kN pour chaque mètre de largeur. Enfin, pour terminer ce module, il est à noter que, pour les écoulements sous critique, les perturbations dans l'écoulement affectent l'écoulement en amont. Ici, un déversoir cause une augmentation de la profondeur de l'eau sur une longue distance en amont. Et notez aussi que l'eau en amont est plus profonde que la profondeur critique, et donc l'écoulement est sous-critique. Ceci est appelé effet de remous. Veuillez noter également que pour les écoulements supercritiques, les perturbations dans l'écoulement n'affectent pas l'écoulement en amont. Sur le schéma ici, nous avons un écoulement supercritique sur une pente abrupte. La profondeur de l'eau est inférieure à YC. Il y a soudainement un changement dans la pente du canal. Comme nous l'avons vu, le changement de pente n'affecte pas l'écoulement supercritique en amont. En aval, il y aura une importante augmentation du lit, causant donc un étranglement. Rappelez-vous aussi qu'un étranglement dans un écoulement supercritique cause un changement du régime d'écoulement. L'écoulement devient sous-critique avant l'augmentation. Nous aurons donc un ressaut hydraulique et un changement de régime. Voici ce qui termine notre module. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine à tous.